là, j'ai quelque chose qui coule là. Et qu'est-ce que la goutte de miel vient faire là-dedans? Alors, la goutte de miel, c'est d'abord un jeu choral. Donc, c'est un jeu choral que j'avais découvert quand j'ai fait du théâtre. En fait, on appelait ça du jeu choral. C'est un peu l'équivalent du théâtre de la rue, où, comme jeune adulte, on allait parfois d'une paroisse à l'autre, d'une ville à l'autre, et on faisait des représentations théâtrales, mais pas dans le théâtre traditionnel, mais souvent sur le parvis d'église, sur la place de la mairie. Et parmi les textes que l'on présentait, il y en avait un qui s'appelait La goutte de miel. Ce texte-là était en fait un texte qui avait été élaboré par Léon Chancerelle, qui a été un dramaturge français qui a développé beaucoup avec les scouts routiers du temps le chant choral. Et donc, il y avait plusieurs textes, La fraternité au fond du puits, La goutte de miel, et on se servait de ces textes-là, puis on en faisait aussi de nous-mêmes. Et l'intérêt de La goutte de miel, après coup, si on me pose la question, c'est encore une fois un texte qui, dans sa nature même, est un texte qui englobe l'ensemble de l'univers, qui est donc cosmique d'une certaine manière, ou qui est au nous. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire essentiellement d'un berger qui descend chez son ami l'épicier, donc dans la vallée, une fois tous les mois pour acheter la nourriture qu'il a besoin pour pouvoir retourner au haut de la montagne avec ses moutons. Et donc, qui vient acheter un peu de viande, qui vient acheter possiblement des épices. Et donc, il est chez son ami l'épicier. Et le dernier élément qu'il achète cette journée-là, c'est qu'il demande à son ami l'épicier, qu'il connaît depuis toujours, puisque son père avait été berger, son grand-père avait été berger, son grand-père était descendu chez l'épicier, et l'épicier, lui, son père avait été épicier, son grand-père avait été épicier, et donc c'est comme si il y avait à l'intérieur de ça, comme c'était l'éternité. Et donc, quand il rencontrait son ami l'épicier, c'était pas juste une rencontre dans l'ici et maintenant, c'était la rencontre de l'univers, c'était la rencontre du temps qui est éternel. Et il demande à l'épicier, j'aimerais avoir comme d'habitude mon 2 kilos de miel, et le miel était d'un gros baril, donc l'épicier prend un pot, un vase, met les 2 kilos, ferme le robinet, et quand il ferme le robinet, il y a une goutte de miel qui pend autour du robinet. On ne peut avoir mieux un bel après-midi d'été, ensoleillé, le ciel est bleu, l'air est avec un petit vent sec, est agréable. C'est le plus beau moment dans lequel on peut imaginer que l'épicier et son ami, le berger, puissent se rencontrer. Et cette goutte de miel qui pend au bout du robinet s'alourdit et éventuellement tombe sur le plancher. Dans ce bel après-midi d'été, il y a une belle grosse mouche, une mouche verte avec des ailes qui sont transparentes et qui bat au-dessus de la goutte et qui tout à coup va se poser sur la goutte. Il faut comprendre que c'est dans la nature des mouches de se nourrir de miel, de se nourrir de sucre. Et donc la mouche ne fait que ce qui est dans sa nature, elle se pose sur la goutte de miel. Pendant ce temps, le chat de l'épicier, qui est très important pour l'épicier parce que le chat permet, entre autres, qu'il n'y ait pas de souris dans la farine, qu'il n'y ait pas de souris dans les armoires et tout ça, qui dormait paisiblement, parce que c'est une belle température pour dormir, prendre la sieste, entend un léger bourdonnement. Bzzz. Alors immédiatement, ça l'éveille, et naturellement, avec l'expérience qu'il a, immédiatement, il découvre la mouche qui bourdonne au-dessus de la goutte de miel.
C'est aussi dans la nature des chats de se nourrir de ces belles grosses mouches vertes d'été. Et donc le chat s'avance tranquillement et tout à coup il saute sur la mouche et il l'empoigne avec ses griffes. Mais pendant que cette scène-là se passe, simultanément, il y a le chien du berger qui est assis près de la porte, qui attend son maître et qu'il est très heureux parce que c'est un beau soleil, c'est un bel après-midi. Il sait déjà qu'il va remonter dans la montagne, qu'il va retrouver le troupeau et en même temps, son maître a apporté quelques os qu'il va pouvoir lui donner quand il est au haut de la montagne. Il attend et tout à coup, sans regarder, il entend quelque chose bondir. Il ne sait pas que c'est le chat. Mais quand quelque chose bondit, c'est dans la nature d'un chien de faire attention, de se préserver, de se défendre, parce que quand ça bondit, il faut réagir. Et donc, sans même prendre le temps de regarder, il se retourne et il saute sur le chat, prêt à l'égorger, parce qu'il avait senti une menace. Et c'est dans la nature des chiens, quand ils sentent une menace, de se défendre. Et donc, il n'a fait que ce qui était dans sa nature. Mais pendant que cette scène-là se passe, et au moment où il bondit sur le chat, l'épicier qui était derrière son comptoir, et qui était dans une conversation agréable avec son ami le berger, voyant son gros chat en danger, sans même réfléchir, parce que c'est dans la nature d'un épicier de pouvoir défendre ce qui est une extension de lui-même, à savoir un chat qui le préserve de toute la vermine, sans même réfléchir, bondit et saute sur le chien et le prend à la gorge. Rien de plus naturel pour un épicier de défendre son bien. Mais le berger, lui, pour qui le chien est un élément essentiel parce qu'il rassemble les moutons, c'est lui qui préserve aussi le fait que les moutons se retrouvent ensemble et qui fait la garde au cas où les loups s'avanceraient. Le chien est essentiel à un berger. Et c'est naturel pour lui que si on lui enlève quelque chose qui est une partie de lui-même, qui est essentielle, qu'il puisse se défendre, alors, sans même se rendre compte et sans même réfléchir, au moment où l'épicier bondit sur le chien, il bondit sur l'épicier. Et là, tous les deux sont à bras-corps et commencent à se battre. Et ça commence comme ça. La guerre a commencé. Les gens des montagnes ont commencé à se battre contre les gens des vallées. Les gens qui habitent près des lacs ont commencé à se battre contre les gens qui habitent le désert. Et ça dure depuis des siècles, depuis des siècles, depuis des siècles. On remonterait aux grands-parents, aux arrière-grands-parents, aux arrière-arrière-grands-parents, et on retrouverait toujours des gens qui sont en train de se battre. Mais tout simplement parce que chacun a été fidèle à sa nature. Alors, à la fin, les gens continuent à se battre, et tout à coup, l'humanité dépérit, et il ne reste plus à la fin que 2 soldats. Il ne reste en fait que 2 soldats qui, tous les deux, sans trop savoir pourquoi, sont drapés dans le sang. Depuis des siècles, l'humanité est drapée dans le sang. Depuis des siècles, les gens s'entretuent. Et malheureusement, quand ils s'entretuent, ils ont toujours le regard sur l'autre plutôt que le regard sur ce qui les entoure, sur l'ensemble de ça. Mais là, ces 2 soldats-là désespérés, qui ont tous les deux leur couteau, leur baïonnette à la main et qui disent maintenant c'est terminé, il n'y a plus que nous deux, il n'y a plus que toi et moi, prennent un temps d'arrêt et prennent le temps de regarder non plus la goutte de miel parce que depuis longtemps elle n'existe plus, mais prennent le temps de regarder la goutte de sang. Et sans qu'ils se soient prévenus l'un l'autre, dire « Mais sais-tu quand ça a commencé, tout ça? » Et l'autre dit « Non, je ne sais pas. » Et ils prennent le temps de s'asseoir, toujours un peu vigilants avec leur baïonnette à la main, et ils remontent dans le temps. Ils remontent, ils remontent.
Ils finissent par retrouver le berger et l'épicier. Ils finissent par retrouver le chat et le chien. Ils finissent par retrouver cette belle mouche verte qui était au-dessus de la goutte de miel par un bel après-midi d'été. Ils finissent par retrouver la goutte de miel qui s'appesantit, qui est si bonne juste à regarder quand on la regarde au bout du robinet. Et c'est là que ça a commencé. Et il y a quelque chose qui n'a pas d'allure, parce que quand on refait ça, chacun a agi selon sa nature. Et donc, plutôt que de combattre la nature, il faudrait peut-être l'embrasser et être en train de regarder, dire, tout ça a commencé par une goutte de miel. Est-ce que ça vaut la peine qu'on disparaisse tous à cause de ça? Ou s'il ne faut pas réapprendre à célébrer le miel? Est-ce qu'il ne faut pas réapprendre à célébrer la nature? Est-ce qu'il ne faut pas apprendre que quelque part, il ne faut pas tuer toutes les mouches? Parce que si on les tue, quelque part le miel qui tombe va s'épaissir, va figer, et quelque part il va manquer quelque chose. Il ne faut pas faire disparaître les chats et les chiens, il ne faut pas faire disparaître les bergers et les épiciers. Et ils sont restés là tous les deux, un peu à penser à tout ça. Et en se disant, finalement, tout a commencé avec une goutte de miel. Et quand je regarde cette histoire-là, ben, ça me ramène à Moreno. Ça me ramène un peu à l'histoire de l'humanité, ça me ramène au psychodrame, au sociodrame, ça me ramène au fait que Moreno dit dans Who Shall Survive, il n'y aura pas de véritable changement dans la société tant qu'on n'embrassera pas totalement l'ensemble de l'univers et du cosmos. Et donc, notre travail à nous, si on veut éviter que ça se termine dans le sang, c'est de remonter, faire un pas en avant, un pas en arrière, un pas en haut, un pas en bas, pour pouvoir embrasser cet ensemble-là, qui faisait que Moreno avait une conception un peu cosmique de lui. Et avec le recul, c'est clair que si la question de départ, c'est quoi la relation avec la goutte de miel, je dirais, ben, c'est la relation qu'on réapprenne à agir selon, chacun d'entre nous, selon notre propre nature, mais en ne faisant pas en sorte que l'autre, quand on fait ça, on le disqualifie. Parce qu'il y a de la place sur la terre pour que chacun de nous vive selon sa nature. Mhm. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais c'est un peu moi. Oui, tout à fait. Et quelle heure il est? Il est 1h moins quart. Moi, je pense que ce que je suggérais, c'est qu'on en reste là. De toute manière, cet été, tu dois aller à Boston, possiblement. Et on est à 6 heures de Boston par voiture ici. On reprendra la conversation à ce moment-là. Très bien. Très bien. On s'arrête là alors pour l'instant. Oui.